Bienvenue dans ce nouveau chapitre. Alors là, on va parler des défis de l'intelligence artificielle. On a vu déjà beaucoup d'opportunités. On a vu comment ça pouvait vous faire gagner du temps. Ça pouvait non pas vous remplacer, mais vous aider à vous améliorer, à mieux faire les choses, en gardant du temps aussi pour vous, etc. Donc plein d'opportunités. Mais là, il est temps de regarder quelques défis qui se posent. On va parler de la consommation électrique, des fake news, de l'avenir du travail. On aura aussi un chapitre un petit peu plus loin aussi sur les risques vraiment, pour les âmes un peu plus accrochées, avec des choses sur lesquelles on a peut-être un peu moins d'impact, mais c'est par exemple les IA malveillantes, les armes autonomes, ou même la perte de contrôle qu'on pourrait avoir. Mais là déjà on va rester sur des choses où vous allez voir qu'on peut avoir un véritable impact positif sur ces défis-là, et donc on peut les prendre comme des défis pour nous. Et on terminera sur une partie un petit peu plus stratégique sur ce que c'est qu'une innovation de rupture comme celle de l'IA, et comment on peut justement relever ces défis. Alors commençons déjà par la consommation électrique des IA, et pour ça on va faire une petite comparaison avec notre cerveau à nous. Donc notre cerveau, eh bien, il consomme à peu près 20 watts. Alors c'est la partie qui consomme le plus du corps humain, mais bon, c'est quand même correct, hein, on doit avoir des LED dans le cerveau, mais en tout cas ça consomme de façon tout à fait raisonnable. Alors on va essayer de regarder combien consomme un prompt sur ChatGPT par exemple, ou une IA, quelle qu'elle soit, enfin n'importe quelle IA. Et là-dessus, eh bien, il y a une petite astuce, c'est que ça consomme à peu près 0,3 Wh par prompt. Alors déjà, pourquoi c'est des Wh? Parce que là, c'est des choses, c'est un prompt, alors que le cerveau humain, là, c'est en continu, donc on va comparer ce qui est comparable, on va comparer des Wh, et ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que c'est à peu près l'équivalent d'une recherche Google actuellement. Alors, il y a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2023, une étude qui montrait que ça représentait 10 recherches Google, et donc ça veut dire que ça consommait 10 fois plus que d'aller sur le web, et on disait, attention, d'utiliser l'IA qu'avec parcimonie. En fait, on s'est rendu compte que cette étude, elle était fausse, il y avait des oublis dedans, et une étude d'Epoch AI de février 2025 a pu corriger les choses. Donc, à l'heure où je vous parle, pour l'instant, on va dire dès début 2025, plus exactement, eh bien, une recherche Google ou un prompt sur une IA, c'est à peu près la même consommation. Mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Et pour ça, eh bien, on va parler de la loi de Coumet. Alors vous connaissez peut-être la loi de Moore, hein, donc la loi de Moore qui dit qu'à peu près tous les 18 mois, eh bien, on multiplie par 2 la densité des circuits intégrés, et donc aussi les capacités donc, des circuits intégrés pour faire 2 fois mieux. Eh bien, il y a un pendant, c'est la loi de Coumet qui dit qu'à peu près tous les 18 mois, eh bien, on divise par 2. Alors on pourrait se dire, bah voilà, donc le problème est réglé, c'est pas plus que Google, etc. Oui, sauf que il y a un petit problème, c'est que en 2022, bah, il y avait quelques milliers de personnes maximum, des spécialistes de l'IA, qui utilisaient l'IA, et aujourd'hui, eh bien, il y a 700 millions, à l'heure où je vous parle, de personnes qui utilisent ChatGPT, beaucoup plus qui utilisent l'IA, encore plus, donc on est plutôt probablement déjà plus que le milliard, et ça va aller continuer, et donc ça va probablement pas suffire. Alors j'aimerais vous montrer comment on va faire pour faire beaucoup mieux que la loi de Coumet qui était utilisée au moment des PC, pour arriver à essayer de réduire beaucoup plus que 2 fois 2 tous les 18 mois. Et pour ça, eh bien, on va parler de 4 technologies, 4 aspects de l'IA sur lesquels on va pouvoir faire des progrès. Le premier, c'est la distillation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, lorsqu'on a un grand modèle de langage qui consomme beaucoup, eh bien, il est capable de former des petits modèles de langage. Alors si je reprends l'exemple de ChatGPT, vous avez ChatGPT 5 et puis ChatGPT 5 mini, eh bien, c'est juste une IA qui a été formée, qui consomme moins, entre 5 et 10 fois moins quand même, hein, donc c'est très significatif. Et finalement, comme elle est formée par la plus grande, la différence, elle est là, mais elle est relativement faible, donc on va avoir un petit peu moins de puissance, mais de façon très très raisonnable. Donc finalement, avec la distillation, eh bien, on peut avoir des petites IA qui vont permettre de consommer 5 à 10 fois moins en étant presque aussi puissante, et donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Et puis ça ne s'arrête pas là, puisque en fait on va être capable aussi d'avoir des systèmes auto-évalués. À un moment donné, on avait parlé d'AlphaGo, rappelez-vous, ce système qui jouait au Go. Et donc, non seulement il a vu plein de parties de Go, mais il en a fait lui-même, il a pratiqué contre lui-même, il a joué contre lui-même, et il s'est auto-amélioré. Alors, il y a un certain nombre de domaines sur lesquels, eh bien, on peut vérifier si ça marche. En Go, on gagne ou on perd. Donc là, c'est facile, c'est mesurable. En mathématiques, eh bien, on démontre un théorème ou on ne le démontre pas. Donc, c'est mesurable aussi. Et donc, ces systèmes auto-évalués, hein, VRL, donc c'est vérifiable reinforcement learning, eh bien, permettre, lorsque c'est le cas, de diviser encore par 30. Donc c'est énorme, parce qu'on va avoir des systèmes beaucoup plus puissants, avec
bon, finalement, qui vont consommer 30 fois moins, et avec des IA plus petites, etc., donc qui vont être aussi puissantes qu'une IA 30 fois plus puissante. Et donc là, ça devient intéressant. Alors c'est quand même limité à des aspects qu'on peut vérifier, donc les mathématiques, la physique, la biologie, la santé, des choses mesurables, le jeu aussi, pourquoi pas. Par contre, pour écrire de la poésie, là, c'est difficile de dire si on a réussi ou non. Et donc là, c'est un peu plus compliqué. Donc on fait moins de progrès là-dessus. Mais par contre, sur les choses où on a vraiment des calculs à faire ou des choses à vérifier, là, ça marche plutôt très bien. Et puis on continue, donc ça veut dire que l'on a aussi la quantisation. Alors qu'est-ce que c'est que la quantisation? Rappelez-vous, dans notre réseau de neurones, eh bien, ce qui nous intéressait, c'était pas tant les neurones, mais les liens entre les neurones, les paramètres, puisque dans ces liens, qui ne sont pas des synapses comme les humains, mais des paramètres, tels qu'on les appelle, eh bien, on met un nombre. Et en général, on mettait un nombre de 16 bits à peu près, c'est un nombre virgule flottant qu'on utilise dans les ordinateurs. Vos ordinateurs, des fois, même utilisent même des nombres 32 bits, voire plus. Et bien là, on s'est rendu compte que finalement, on pouvait baisser à 8 et voire à 4, et que et dans ce cas-là, même si on a, alors à 4 bits, on peut avoir de 1 à 16, donc c'est un petit nombre dans chaque interface entre les neurones, dans chaque paramètre, mais finalement, eh bien, on perd un petit peu, mais pas tant que ça. Donc on arrive à avoir des choses qui vont faire 4 fois moins de puissance, et donc qui vont commencer même, pourquoi pas, à tenir sur un ordinateur. Donc finalement, eh bien, avec la quantisation, on arrive à faire quelque chose où on peut encore gagner un rapport 4. Et puis, on a aussi les mixture of experts. Alors qu'est-ce que c'est encore ce terme barbare? Eh bien, imaginez qu'au lieu d'avoir une grosse IA, très puissante, vous ayez, par exemple, 8 petites IA. Alors, vous avez 8 petites IA un peu plus spécialisées sur telle ou telle chose, qui ont été formées sur telle chose ou telle chose. Et lorsque vous avez une demande, eh bien, on va sélectionner deux des IA les plus pertinentes pour ça, et à chaque étape de la question. Et donc après, on va les faire travailler 2 par 2. Et donc finalement, on va avoir pratiquement la puissance des 8 IA, avec pratiquement, on n'aura consommé que 2 IA en même temps. Et donc on a 4 fois moins. On a même maintenant des mixture of experts avec beaucoup plus encore d'IA, donc on arrive encore à baisser encore plus. Mais voilà, en moyenne, on peut déjà gagner aussi un rapport 4. Alors si je m'amusais à faire le calcul, entre 5 et 10 fois 30, ça fait à peu près 200. Encore fois 16, donc voilà, on n'est pas loin de 2000. En fait, on a déjà gagné, par exemple, très brutalement en début 2025, quand DeepSeek est arrivé, eh bien, on a gagné un rapport 10 très, très facilement. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'on a à peu près un rapport 10 tous les 6 mois, et donc ça veut dire qu'on a un rapport 100 tous les ans. Donc tous les 18 mois, ça fait un rapport 1000 quand même, c'est quand même plutôt mieux que nos x2. Et donc on pourrait se dire, tiens, voilà, on a quand même des IA qui vont être de plus en plus puissants, tout en consommant de moins en moins, et donc finalement, ça peut aller. Mais, il y a toujours un mais. Et ce mais, eh bien, il nous vient d'un économiste qui s'appelle Jevons, qui a donné le paradoxe de Jevons, qui dit en gros, plus c'est économe, moins c'est cher, et donc plus on va utiliser. Et donc on va encore utiliser l'IA encore plus, encore plus. Et finalement, eh bien, ce qu'on observe très souvent, c'est que on n'a rien gagné à la fin, parce qu'on a juste multiplié les usages, et même si ça consommait 100 fois moins, eh bien, on a peut-être 100 fois plus d'usages. Alors, malgré tout, il y a 2 stratégies, et on va voir que là, vous pouvez avoir un impact, et ce qui va être particulièrement important. La première stratégie, ça serait de dire, tiens, moi, puisque je peux avoir, par exemple, une IA 200 fois plus puissante, eh bien, je vais faire une IA 200 fois plus puissante, et tant mieux. Alors, vous avez pu voir, en début 2025, OpenAI, avec Donald Trump, avait annoncé 500 milliards de dollars pour monter des data centers. Donc, là-dessus, on rallume des centrales nucléaires. Enfin, bref, il y a besoin d'un petit peu d'énergie. 200 milliards pour la France, 150 milliards pour la France, 200 milliards pour l'Europe. Bref, on voit des choses comme ça. Alors, ça peut avoir du sens d'avoir une IA particulièrement puissante, mais pas pour l'utiliser tout le temps. Pour, par exemple, faire des petites IA pour nous, ou alors pour des questions vraiment très complexes, réchauffement climatique, etc. Mais sinon, qu'un milliard de personnes utilisent des IA 200 fois plus puissantes, honnêtement, moi, la puissance des IA actuelles déjà me permet de faire énormément de choses. Donc, est-ce qu'on a besoin de ça? Ou alors, l'autre solution, c'est de se dire, finalement, si j'ai une IA qui peut consommer beaucoup moins en étant aussi puissante que ce que j'ai aujourd'hui dans mes IA, eh bien, je peux peut-être les mettre directement sur un ordinateur ou sur mon téléphone mobile, peut-être demain. Et ça veut dire que dans ce cas-là, eh bien, je vais avoir non seulement quelque chose qui consomme beaucoup moins,
comme mon micro-ordinateur, mais en plus, eh bien, qui va pouvoir avoir mes données confidentielles. Donc non seulement je sauve la planète, mais en plus, eh bien, j'ai mes données un peu plus confidentielles que sur des serveurs commerciaux. Donc vous voyez deux approches, une des IA en local et une des IA au contraire les plus grosses possibles. Alors je peux comprendre que pour fabriquer les prochaines IA, on ait besoin de monstres, mais on a besoin de les utiliser très peu, juste pour construire ces IA, et sûrement pas pour les donner à 1 milliard de personnes, ça sert à rien. Les nombres d'utilisateurs se comptent en dizaines et pas en milliards. Et par contre, effectivement, eh bien, l'utilisation locale peut être une utilisation très responsable et très intéressante pour nous. D'ailleurs, je rajouterai des chapitres aussi dans la formation sur comment installer vos propres IA en local. C'est quelque chose qui évolue très très rapidement, hein, donc c'était encore un peu inimaginable il y a quelques mois, et aujourd'hui on commence à avoir des choses qui sont plutôt pas mal, et donc au fur et à mesure, eh bien, quand vous verrez la vidéo de ces IA locales, probablement eh bien, vous pourrez commencer à faire des choses très très intéressantes en local, avec une consommation beaucoup plus régulière. Donc vous voyez que la question de consommation des IA, elle n'est pas réglée, mais c'est une question de choix d'utilisation, et donc vous avez votre responsabilité aussi par rapport à ça, de choisir lorsque vous pouvez plutôt des IA locales plutôt que des IA globale, la plus puissante possible. Pour faire quoi? Ça, j'en sais rien. Mais si c'est pour demander tiens, dis-moi qui es-tu à la façon de Baudelaire, peut-être qu'on n'a pas forcément besoin de rallumer une centrale nucléaire pour ça. Donc à vous de choisir, évidemment, pour pouvoir résoudre ce premier défi. Deuxième chose, les fake news. Alors les fake news, vous avez peut-être déjà vu le pape en doudoune, donc l'ancien pape, le Macron ramassant les poubelles, Trump se faisant arrêter, celle-là j'ai cru qu'elle était vraie d'ailleurs, et effectivement on a plein de fake news. Alors en fait la question même est mal posée, et ça va nous intéresser. Est-ce qu'il y a des fake news? Oui. Oui, et depuis à peu près 10 000 ans. 10 000 ans, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 10 000 ans, eh bien, on vivait dans des villages. On vivait dans des villages à peu près jusqu'à 150 personnes. D'ailleurs, en fait, c'est intéressant parce que les tribus de grands singes sont à peu près à 140. Et donc, on est capable d'avoir un réseau social, normalement, dans notre tête, dans notre cognition humaine, de 150 personnes. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais je connais 2000 personnes sur Facebook. Oui, d'accord, mais je suis sûr que vous ne les connaissez pas complètement. Et donc, pour connaître quelqu'un, vraiment votre réseau social réel, avec qui vous connaissez, le contexte, etc., eh bien, en général, il est limité à 150. Alors, il y a 10 000 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a commencé à faire des villes. Et pour faire des villes, eh bien, il a fallu avoir une petite invention, parce qu'on n'avait pas transformé l'humain, hein, il avait toujours son propre cerveau, et il est toujours limité à 150. Et donc, l'astuce, ça a été d'inventer les dieux de la ville. Et quand donc le représentant de Dieu, le gars qui gère la ville, eh bien, lui, tout le monde le connaît, parce que tout le monde connaît Dieu, et puis, ben, lui, il n'a pas besoin de connaître tout le monde. Résultat, avec cette petite astuce-là, eh bien, on peut commencer à faire des 1000, de 10 000, de 1000, 10 000, 100 000, vous avez même des pays là-dedans. Alors après, quand c'était plus des représentants de Dieu, c'était des représentants du peuple, mais un autre truc transcendant, hein, tout simplement. Et donc, en fait, eh bien, on a juste ça facilement. Et donc, on va avoir des pays même très très larges ou des choses comme ça. On a dépassé, on a explosé notre limite cognitive de 150. Mais en explorant cette limite, eh bien, on a eu quelques petites conséquences. Bon, premièrement, on vit ensemble à plus, bon, ça c'est plutôt bien. Mais deuxièmement, eh bien, on a une explosion des fake news. Puisque en fait, il a fallu quand même raconter des tas de trucs pour parler de représentants de ceci, de cela. Et finalement, eh bien, les fake news se sont multipliées à ce moment-là. Il y en avait un petit peu avant, mais c'est vraiment à partir d'il y a 10 000 ans qu'il y avait des fake news. Et puis d'ailleurs, au passage, on a inventé un autre truc aussi, c'est la guerre. Puisque en fait, avant, il y avait des conflits. Hein. D'ailleurs, chez les animaux aussi, il y a des conflits. Et puis après, on s'épouille. Alors chez les humains, on va plutôt boire des coups. Hein, mais bon, chacun ses méthodes pour se réconcilier. Et par contre, eh bien, de mettre beaucoup plus de monde ensemble, d'avoir des personnes qui n'ont pas choisi de se battre, mais qui sont obligées de se battre parce qu'ils font partie d'un pays, et que ça dure plusieurs années, comme on le voit, et puis même des fois après, eh bien, on revient encore parce que finalement on s'est fait prendre la pâtée un jour, et donc 20 ans après ou 50 ans après, on revient encore. Eh bien, ce principe de guerre, lui, n'existait pas avant 10 000 ans, donc c'est pas quelque chose qui date de l'humain, c'est quelque chose qui date du passage de l'humain à quelque chose de plus grand que sa cognition. Alors, sur les fake news, il y a un truc intéressant, c'est qu'il y avait un endroit où on pensait qu'il y avait un petit peu moins de fake news. En fait, on a inventé, 3300 ans avant Jésus-Christ, eh bien, un truc qui s'appelle l'écrit. Alors, c'est compliqué, parce qu'à l'époque, il fallait taper sur des tablettes ou sur de la pierre, et puis ça prenait du temps, etc. Et même au XXe siècle, d'ailleurs, écrire un bouquin, c'était un peu long quand même, hein, et donc ça veut dire qu'il fallait mettre de l'énergie. Donc, il y avait un a priori, qui est peut-être pas forcément vrai, mais il y avait un a priori comme quoi, en fait, eh bien, quand c'est écrit dans quelque chose, quand c'est écrit, eh bien, c'est quand même plus fiable que quand c'est dit à l'oral.
Résultat d'ailleurs, au XXe siècle, et même encore aujourd'hui, si vous voulez être invité dans une radio ou une télé, si vous n'avez pas de livre, vous n'êtes pas invité tout simplement. Et donc ça veut dire que oui, il y a encore toujours cette croyance-là. Ça c'est bien, mais ça c'était juste il y a 10 000 ans, enfin il y a 3300 ans avant Jésus-Christ, jusqu'au XXe siècle, mais aujourd'hui nous sommes au XXIe siècle. Et si vous pensez que parce que c'est écrit sur X Twitter, que c'est écrit sur Facebook, donc c'est vrai, là vous avez un petit souci. Donc en fait, l'endroit où on avait l'impression, peut-être à tort d'ailleurs, mais l'impression qu'il y avait moins de fake news, eh bien, il est tombé. Donc on ne fait plus confiance à ce qui est écrit. Alors, il restait encore un truc, c'était l'image. Parce que, effectivement, vu à la télé, on a vu des images, là il y a une photo, donc ça va servir même pour le tribunal, pourquoi pas. Oui, enfin, sauf que déjà au XXe siècle, au moment de l'URSS, eh bien, lorsqu'il y avait quelqu'un qui était en disgrâce, il y avait une autre personne qui passait une semaine pratiquement à gommer sur toutes les photos officielles la personne. C'était plutôt bien fait, hein, ça se voyait pas trop. Bon, c'était long à faire, donc on n'en faisait pas beaucoup, donc on avait quand même tendance à croire que malgré ça, allez, quand il y avait une image, elle était à peu près crédible. Sauf que là, les images que vous avez sous les yeux ici, eh bien, c'est quelques secondes pour les générer. Donc ça veut dire que non seulement on ne peut plus faire confiance à l'écrit, mais on ne peut plus faire confiance aussi à ce qu'on voit. Et donc la vraie question n'est pas est-ce qu'il y a des fake news? Oui, il y en a depuis 10 000 ans. Est-ce qu'il y a des endroits où il y en a moins? Bon, on y croyait, c'était pas tout à fait juste parce qu'on a vu qu'on pouvait truander les images, les textes, etc. Mais par contre, la vraie question, eh bien, c'est la question de l'esprit critique. Et donc la vraie compétence, la vraie question derrière, le vrai défi n'est pas de dire est-ce qu'il faut qu'il y ait des fake news ou non. Il y en a toujours eu, et toujours plein en fait. Hein. Et même quand on croyait, parce que c'était écrit ou parce que c'était des photos, que c'était plus juste, eh ben non, pas forcément. Et donc le vrai objectif, c'est l'esprit critique. Et vous aurez d'ailleurs dans la formation toute une partie de formation sur l'esprit critique, parce que je pense que c'est des compétences à avoir absolument. Donc il ne s'agit pas simplement d'apprendre l'IA, il ne s'agit pas simplement d'apprendre la gestion du temps, mais il s'agit aussi d'apprendre à distinguer le vrai du faux, à se poser les bonnes questions et à savoir des fois aussi si on ne sait pas, par exemple, et savoir dire bah non, je ne vais pas donner un avis parce que là je ne suis pas sûr de mon coup. Donc vous voyez, on va apprendre tout ça aussi, ça va être particulièrement important. Donc voilà, le principe des fake news, c'est pas les fake news, c'est vraiment la nécessité, et on aurait dû former bien plus tôt, puisque ça fait 10 000 ans qu'on aurait dû former à ça, mais aujourd'hui au XXIe siècle, c'est encore plus évident, on doit se former à l'esprit critique. D'ailleurs, au passage, il y a une petite histoire quand même que je trouve particulièrement intéressante. En France, on a une chance extraordinaire, c'est que dans les programmes, y compris de primaire, eh bien, il y a des formations à l'esprit critique. Et il y a un gars qui a une chaîne YouTube, Hygiène Mentale, qui est de très très bonne qualité, même si aujourd'hui il publie un petit peu moins, et qui s'est intéressé à ça et qui a dit, bah tiens, je vais aller voir une classe de CM2 pour essayer de voir comment on traite ça, comment les élèves apprennent ça. Alors il y a été, la maîtresse, elle avait un petit, la prof, elle avait un petit peu de mal parce que elle ne connaissait pas très bien. Alors il y a les programmes de l'éducation nationale pour aider, mais elle avait une amie qui connaissait bien, donc elle lui a donné ses gamins 1 heure par semaine pendant 1 an. Alors première session, les enfants ont fait des masques de super-héros parce qu'ils avaient dévoilé la réalité. Tant mieux, on pouvait filmer les enfants, donc vous pourrez aller voir sur la chaîne d'Hygiène Mentale, c'est particulièrement intéressant de voir comment ils travaillent. Et puis, ils ont appris petit à petit, pendant toute l'année, à faire des tas de choses. Et à la fin de l'année, en fait, eh bien, on leur a proposé un peu comme un article avec un texte et puis une photo. Et alors, ils prennent le texte, alors ça, c'est vrai, ça, c'est faux, ça, c'est vrai. Et puis ça, l'image, bah non, elle vient du Guatemala il y a 3 ans, ça n'a rien à voir. Et le gars qui est donc d'hygiène mentale, qui est un expert de ce domaine-là, disait mais si les adultes étaient capables de faire 10% de ce que les enfants de CM2 ont appris en 1 an, le monde change. Donc votre mission, si vous l'acceptez, votre défi, eh bien, c'est d'être capable de faire aussi bien que 10% aussi bien que les enfants de CM2 avec votre apprentissage de l'esprit critique. Vous prenez le pari? Allez. Troisième chose que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, c'est la disparition de l'emploi, le chômage. Et comme d'habitude, souvent, eh bien, on va essayer de mieux poser les questions pour arriver à pouvoir réfléchir. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Bon, une fois qu'on a débattu, c'est vrai que c'est bien. Hein. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est super pour les médias parce qu'on prend un gars qui est pour, un gars qui est contre, et se tape dessus, on compte les points à la fin. Ça fait une bonne émission, mais ça ne nous permet pas de juger. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir relever des défis et donc savoir qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans. Et pour ça, eh bien, on va essayer de chercher la question derrière la question, ou plus exactement les questions derrière la question de l'emploi et du chômage. La première question qu'on va se poser, c'est est-ce que votre métier va changer? Alors si vous êtes encore en activité, si vous avez un métier, et même pour des activités d'ailleurs aussi, eh bien est-ce que ça va changer? La réponse, oui.
Probablement oui, beaucoup de choses vont changer. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une part, ça pose des questions de formation. Donc vous voyez que le problème, c'est pas de dire est-ce que c'est bien ou mal, mais de formation. Et tant mieux, vous êtes en train de vous former à l'intelligence artificielle, par exemple, et donc ça va vous permettre de voir qu'est-ce que ça change, et c'est vraiment important. Mais ça pose une autre question derrière, c'est ce qu'on appelle la question de l'apprenance. L'apprenance, c'est quoi? Eh bien, c'est la capacité à apprendre. Alors il y a des gens qui sont des fois en fin de carrière ou alors qui ont un peu plus de mal à apprendre. Est-ce qu'on va les laisser sur le bord de la route? Est-ce qu'on va pouvoir leur donner d'autres types d'emplois, par exemple plus en contact avec les humains ou d'autres choses, pour ne pas les laisser sur le bord de la route? Et donc quand on veut décider par rapport à l'évolution des métiers, lorsqu'on est décideur, eh bien, il va falloir à la fois réfléchir en termes de formation, mais également d'apprenance, de qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas laisser les gens sur le bord de la route. Il ne s'agit pas simplement de virer tous ceux qui ne sont pas dans l'IA, parce qu'il y a d'autres choses à faire, effectivement, tout à fait intéressantes. Allez, deuxième question, est-ce qu'il va y avoir moins d'emplois? Alors il y a un gars, Schumpeter, qui est un économiste, qui avait théorisé effectivement au moment de la révolution industrielle et de tout ça, les emplois. Et il s'est rendu compte qu'il y avait des emplois en moins, mais aussi des emplois en plus, et qu'il a fait une théorie, la destruction créatrice, qui dit en gros, lorsqu'il y a une grande révolution, alors la révolution industrielle, l'électricité ou des choses comme ça, eh bien il y a des emplois qui sont créés, des emplois qui sont détruits, et donc finalement, eh bien ça s'équilibre à peu près. Alors du coup, c'est bien, ça s'équilibre, mais c'est pas forcément les mêmes emplois. Donc ça pose de nouveau la question de la formation et de l'apprenance. Mais on pourrait se poser la question aussi, est-ce que la destruction créatrice, c'est valable aussi dans le cas de l'IA? Et là, ça pose un problème, parce que là, il y a un débat. Il y a un débat, et pour vous donner un exemple, à Davos, ils pensent qu'il y aura 3% de chômage en plus. Certains pensent qu'il y aura 6% de chômage en plus. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Bah si, c'est quand même des humains, hein, attention, derrière. Et puis, certains, 3% de chômage en moins. Bref, on ne sait pas. Et si on ne sait pas, eh bien, ça veut dire que la question qu'on va essayer de se poser derrière, c'est au cas où, pour l'instant, on ne sait pas, on va voir comment ça évolue, mais on verra si dans quelques temps, quand vous regarderez cette vidéo, eh bien, on sait un peu mieux le nombre d'emplois créés, le nombre d'emplois détruits. Mais si jamais ça détruit beaucoup d'emplois, eh bien, peut-être qu'il va falloir poser la question du revenu minimum universel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce quand on est un humain, on a droit, alors peut-être pas à bouffer du caviar tous les jours, mais au moins à manger dignement, à avoir un toit, d'avoir de quoi manger, d'avoir de quoi s'éduquer, etc. Et donc, comment on va faire en sorte que le simple fait d'être humain permet ça? Après, s'il y en a qui veulent gagner plus, tant mieux, ça fait partie du jeu, qui travaillent, etc. Mais ceux qui n'ont pas assez de travail pour eux, eh bien, pourquoi pas faire ça? On a vu d'ailleurs que dans les travaux sur le revenu minimum universel, il n'y a pas plus personne qui bosse, hein, au contraire. Mais il y a plein de gens, au contraire, qui font des activités artistiques ou alors sociales pour la société. Donc ça apporte aussi d'autres choses. Donc voilà, ça sera une question à poser de toute manière, au cas où, eh bien, on ait effectivement plus de destruction d'emplois que de création. Et puis la troisième question qu'on pourrait poser, c'est quoi les emplois qui vont disparaître? Alors une fois, j'avais dans une formation une graphiste très inquiète et qui se disait, mais j'ai un problème là, moi mon métier va disparaître. Alors, ça serait intéressant de voir quelle est l'expertise d'un graphiste. Si la graphiste, son métier, c'est de faire des jolis dessins, vous allez voir que dans les chapitres sur les jolis dessins, vous allez faire vous-même des jolis dessins très facilement. Mais est-ce que l'expertise de la graphiste ou du graphiste, ça ne serait pas plutôt d'arriver à associer un besoin à une illustration? Et là, de ce point de vue-là, moi, je sais faire des jolis dessins avec l'IA, mais c'est pas mon métier graphiste. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, ça va peut-être pas aussi bien répondre. Donc, pour faire une illustration, pour illustrer des transparents, ça va, mais pour faire des choses plus sophistiquées, non. Et dans ce cas-là, la question qui va se poser n'est pas la question de l'emploi, mais la question de l'expertise. Alors, il y a des métiers qui ont disparu. Par exemple, le poinçonneur des lilas a disparu, les sténodactylos ont disparu. Oui, il y a des métiers qui vont disparaître. On se pose aujourd'hui la question, par exemple, des doubleurs, parce qu'on va voir qu'il y a quand même la capacité de doublage. Alors les doubleurs disent, oui, mais nous, on a des émotions. L'IA n'a pas d'émotions, c'est vrai, mais elle simule parfaitement bien. Donc, est-ce que demain, on aura des films dans toutes les langues et très facilement et pour beaucoup moins cher? Peut-être. Par contre, pour les graphistes, peut-être pas, parce que l'expertise de graphiste, vous voyez. Donc ça veut dire que si vous voulez savoir si votre métier va disparaître, parce que certains vont disparaître peut-être et certains vont apparaître, eh bien la question n'est pas tant l'emploi, le métier, que l'expertise qu'il y a, parce que cette expertise a changé. D'ailleurs, si je prends un graphiste, son métier avant c'était de prendre un pinceau et puis de faire ça avec un pinceau. Puis après, son métier a changé, mais son expertise est restée la même, et il a utilisé un ordinateur avec Photoshop, d'autres choses, etc., pour pouvoir dessiner sur ordinateur. Donc son métier a changé, la technique a changé, mais son expertise doit rester
rester la même, celle vraiment d'un graphiste. Et puis, peut-être troisième étape, l'expertise de métier du graphiste va consister à faire des très bons prompts pour demander exactement ce qu'il faut comme type d'illustration pour que ça corresponde aux besoins. Et par contre, le métier va encore changer, donc il va falloir se former, comme au passage de l'informatique, mais peut-être dans ce cas-là, l'expertise peut rester la même. Donc voilà, l'objectif c'était pas d'apporter toutes des réponses, mais d'essayer de trouver les bonnes questions et de savoir surtout sur comment on peut réfléchir ça et comment on peut agir, éventuellement en se formant, en apprenant, etc., etc. Alors, on a vu ça pour les défis, mais finalement, qu'est-ce qui se passe quand il y a de l'innovation? Et on va essayer de regarder ça un petit peu en détail pour terminer. On va essayer de penser l'innovation. Et pour ça, on va faire appel à Robert Ulanovich, un spécialiste de l'agriculture, mais qui a trouvé quelque chose qui a été mis en place dans les monnaies, dans l'économie, dans le management, dans plein de choses, et qui est extrêmement intéressant. On va voir que l'optimisation, c'est bien, on est dans un monde où on veut optimiser toujours, et là, ça va nous parler énormément sur la gestion du temps et sur le temps qu'on va faire. Le problème, c'est que optimiser, c'est bien, mais le monde, il change. Alors imaginez que je vais prendre un exemple dans l'agriculture, planter un champ de blé. Et donc, je voudrais l'optimiser quand même pour avoir le maximum de blé. Et donc, je vais prendre l'IA, je vais prendre un énarque ou je vais prendre un spécialiste, vous faites ce que vous voulez pour essayer de trouver le meilleur des grains de blé. Et je vais sélectionner, je vais optimiser mon grain de blé. Et je ne suis pas stupide, je vais planter ce grain de blé-là plutôt que les autres. Alors très bien, je vais optimiser. Et imaginez que le monde a changé et il y a justement un parasite sur ce grain de blé-là. La durabilité du système est égale à peu près à 0. A l'inverse, si j'optimise pas et que je mets n'importe quel grain de blé, il y en a plein, ils n'arrivent même plus à se croiser, la durabilité est égale à 0. Et ce qu'a trouvé Robert Ulanovich, c'est une courbe qui ressemble à ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un maximum de durabilité, à peu près à, passez-moi l'expression, à 2 tiers de bordel et 1 tiers d'ordre. Et donc en fait, on voit qu'il faut arriver à équilibrer entre plus d'efficacité, plus d'efficience, comme je dis d'ailleurs, et plus de résilience, c'est-à-dire de pouvoir diversifier, etc. Donc on peut trop optimiser. Pourquoi on a cette impression que finalement il faudrait penser qu'à l'optimisation? Eh bien ça vient du XVIIIe siècle. Il y a un gars, Adam Smith, qui a fait un constat. Alors à l'époque il était philosophe parce qu'il n'y avait pas d'économiste, mais il se disait voilà, il faudrait faire vivre plus de monde et on ne produit pas assez et donc il y a des gens qui meurent de faim. Et donc il faudrait être à peu près 2 fois plus productif. Et c'est vrai qu'on était sur la droite de la courbe, ici, tout à droite, et bon, c'était un peu loin. Alors il s'est dit, voilà, on va faire un système un peu automatique pour pouvoir faire en sorte que les gens optimisent. Et ce système-là, c'était l'économie moderne, avec un système plutôt malin, puisque ça motivait les gens pour essayer d'acheter, de vendre, de trouver le bon prix, de se bouger pour pouvoir produire, etc., etc. Et donc il se disait, voilà, dans 1 siècle et demi, ça nous rapporte à peu près au début du XXe siècle, eh bien, on aura réussi à multiplier par 2, on aura résolu le problème, on passera de l'ère économique à ce qu'il appelait l'ère philosophique. C'est-à-dire, en fait, on pourra faire, en grande partie, on va travailler 4-5 heures par semaine, et puis le reste du temps, on va faire de la musique, de l'art, ce que vous voulez, de la philosophie, etc. Bon, ça ne vous a pas échappé, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça parce que entre la fin du XVIIIe et le début du XXe siècle, on a multiplié pas par 2, mais par 10 la productivité grâce à ce système-là. Et donc on est passé déjà un petit peu de l'autre côté. Et puis entre le début du XXe siècle et le début du XXIe siècle, on a remultiplié par 10 avec l'ordinateur et maintenant avec l'IA, etc., la productivité. Et donc finalement, on a toujours des gens qui crèvent de faim, on a toujours des tas de choses, des problèmes qui ne sont pas résolus. Pourquoi? Parce qu'on est passé de l'autre côté. Donc on peut se retrouver à trop optimiser. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas optimiser, mais il faut trouver la bonne balance entre optimiser et diversifier pour essayer de faire des choses parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer demain? Je peux vous faire des hypothèses, mais qui avait prédit le confinement mondial du Covid, qui avait prédit d'ailleurs l'arrivée de l'IA, pas grand monde, etc., etc. Et donc en fait, il y a plein de choses qui peuvent encore arriver demain et qui peuvent tout changer. Donc finalement, il va falloir se préparer, pas simplement à être le plus optimisé possible dans un monde stable, mais aussi à faire d'autres choses, donc passer du temps à d'autres choses qui vont être intéressantes. Du coup, Olivier Hamon, qui a fait un excellent livre que je vous conseille, qui s'appelle La troisième voie du vivant, dit à peu près la même chose, avec une courbe très similaire. Lui, il parle de robustesse plutôt que de durabilité, mais le terme est aussi très intéressant. Et il dit, finalement, on s'est trompé, on a cru que le progrès, c'était d'optimiser toujours plus. Non, le progrès, c'est d'être encore là demain, malgré tout ce qui change, et donc d'être de plus en plus durable, de plus en plus robuste, pour pouvoir continuer à faire les choses qu'on fait aujourd'hui.
Et donc on change un petit peu les choses. Alors du coup, eh bien, on va poser peut-être la question la plus importante qu'on pourra poser dans toute cette formation. C'est qu'est-ce qu'on va faire du gain de temps avec l'IA? Vous avez pu voir avec l'IA, vous avez commencé à gagner du temps, vous allez en gagner encore plus avec tous les chapitres que vous allez voir. Mais est-ce que du coup, eh ben, c'est pour en faire toujours plus? Allez, comme le hamster, allez, on va courir de plus en plus vite dedans, et puis comme ça, on va finir en burn-out, hein, parce que nous, on a des petites capacités un peu limitées, hein, malgré tout, quand on court un peu trop vite. Ou alors, eh bien, on va essayer de développer aussi l'adaptabilité et la robustesse. Et là, j'aimerais vous donner quelques exemples de choses qu'on pourrait faire en prenant un peu de temps. Alors vous allez me dire, ouais, mais on n'a pas le temps, on a toutes les urgences. Rappelez-vous, quand on a vu effectivement déjà comment on pouvait, et vous avez tout un chapitre en plus là-dessus, gérer les choses importantes par rapport aux urgences, en les mettant dans votre calendrier plutôt que les autres, eh bien on peut faire des choses. Et la première chose qu'on pourrait faire, et on va prendre comme première piste, eh bien se former aux nouvelles tâches. Alors là, vous formez à l'IA, vous pourrez vous former évidemment à l'esprit critique, ou à d'autres choses encore. Et donc ce temps-là, eh bien pendant que vous vous formez, je suis au regret de vous dire, vous êtes totalement actuellement improductif. Improductif parce que vous ne produisez rien, mais par contre, grâce à ça, eh bien, vous allez pouvoir mieux faire votre travail, que ce soit un travail personnel, une tâche, une activité classique là-dedans, y compris ménagère, et puis mieux faire votre métier, etc. Et donc, se former, eh bien, ça prend un peu plus de temps pour se former, ça peut être très bien, parce qu'on va s'adapter à quoi? Je ne sais pas, on verra à quoi on se formera demain, parce que je ne sais pas ce qui va arriver. On pourrait aussi prendre du temps pour aider les nouveaux aussi. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire que quand quelqu'un part à la retraite, c'est une bibliothèque qui brûle. Vous savez, c'est cette phrase d'Aimé Césaire, je crois, qui disait effectivement, une personne qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, mais une personne qui part à la retraite, effectivement, on continue avec les nouveaux. Et si on peut prendre un petit peu de temps pour mentorer les gens, pour aider, pour donner l'expérience des anciens aux plus jeunes. Ah, ça serait bien, mais on n'a pas le temps. Oui, mais ça tombe bien, justement. C'est le moment où on garde du temps. Alors, soit ce temps-là, on n'en fait rien et on va rentrer dans la rat race, comme on dit, la course au rat. Donc, en fait, finalement, on va faire toujours plus. Ou alors, eh bien, on peut prendre un petit peu de temps dès maintenant pour dire, voilà, on va bloquer du temps pour pouvoir faire les choses. Le troisième exemple que j'aimerais vous donner, alors il a un mot assez rigolo, parce que Philippe a appelé ça la politique pirate. Alors, c'est prendre du temps pour inventer la sécurité sociale du futur, ou le monde du futur, ou votre activité du futur, ou votre métier du futur, tout ce que vous voulez. Et donc, chez Philips, eh bien, vous avez quelques pourcents du temps, très peu de temps, où les gens ils font ce qu'ils veulent, à condition que ça soit pour Philips. Chez Google, ils ont mis la même chose en place, cette politique pirate, comme on l'appelle, et il y a un gars, comme ça, pendant son temps, eh bien, il a inventé Gmail. Et ça a changé la vie de Google. Et donc, il a inventé quelque chose là-dedans. Alors, imaginez, vous êtes dans une entreprise, et imaginez que tous les gens de l'entreprise, pas simplement les dirigeants, mais tout le monde, eh bien, puissent avoir, allez, on va être très conservateur, imaginez 1 heure par mois, simplement, c'est pas beaucoup, hein, et chacun fait ce qu'il veut pour essayer d'imaginer des nouveaux services. Et on se dit, mais, ah oui, alors là, je pourrais faire telle chose, mais là, finalement, c'est pas pris en compte dans la société, mais on pourrait faire telle chose. Et puis moi, ça m'est arrivé avec le réchauffement climatique et telle chose, et puis ma grand-mère ou autre, sur un service qu'on n'a pas été capable de faire, eh bien, on pourrait faire telle chose. Imaginez que tout le monde fasse ça, et puis il y a presque personne, 1, 2, 3% des personnes qui arrivent à faire quelque chose. Eh bien, vous inventez l'activité de demain pour votre entreprise, vous vous adaptez à demain, et vous pouvez faire la même chose pour vous, si vous êtes à votre propre compte ou dans votre vie de tous les jours. Vous inventez le monde de demain, simplement, parce qu'il suffit d'avoir 3% de réussite pour que ça marche. Et donc, un tout petit peu de temps pour inventer le temps. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Eh bien, peut-être le quatrième point, c'est le plus important, c'est le etc. Donc, en fait, ce que j'aimerais, c'est que vous preniez un petit peu de temps pour réfléchir, finalement, qu'est-ce que vous allez faire avec le temps gagné? Est-ce que vous allez en faire encore plus? On peut être un petit peu plus productif si c'est nécessaire, mais bon, on est déjà énormément, 100 fois plus qu'au XVIIIe siècle quand même. Ou alors, est-ce que vous allez devenir plus adaptable, plus robuste, que vous puissiez servir encore à quelque chose demain, parce que demain, tout a changé, donc il va falloir que vous-même vous changiez, par exemple, en vous formez, autre chose, etc. Donc, à vous de voir qu'est-ce qu'on va faire de demain, du temps gagné. Voilà, on a vu beaucoup de choses très importantes, les défis, et donc on a vu que le défi de la consommation électrique, il était aussi dans le local, que le défi des fake news, il était aussi dans la formation à l'esprit critique, que le défi de l'avenir du travail, eh bien, c'est aussi dans la formation, mais dans l'apprenance, et même dans la compréhension fine de ce que c'est que l'expertise par rapport au métier. Et on a vu effectivement que c'est bien de produire toujours plus, mais que c'est peut-être pas une fin en soi, et que le véritable intérêt, c'est de trouver le bon équilibre. Donc est-ce que vous allez prendre aussi du temps
pour vous, par exemple, pour être en pleine forme. Si vous faites juste des burn-out, je ne suis pas sûr que ça soit très très efficace. Donc c'est pas forcément une optimisation efficace. Et au contraire, est-ce que au contraire vous allez prendre du temps pour sortir un petit peu la tête du guidon pour pouvoir les choses. Et puis avec tous les outils qu'on va voir dans cette formation et ceux que vous avez déjà vus, eh bien vous savez déjà comment prendre un petit peu de temps pour faire les choses importantes. Et peut-être qu'il est important pas simplement d'en faire plus, mais d'en faire mieux, de faire autre chose, de garder du temps pour soi et de garder du temps pour inventer demain. Et c'est ce que je vous souhaite.